Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Vous êtes sur la Dan Broadcasting System, votre télévision et dans l'émission Le Monde ce jour. La question des transports aériens en Afrique, une véritable équation épineuse. Et pourtant, partout dans le monde, tout ce qui concerne la navigation aérienne, la construction des aéroports, la gestion des aéronefs et tout ce qui est dans ce domaine est réservé à l'État, même si de ce côté, l'État confie la gestion de ce domaine aussi à des compagnies ou à des organismes précis. Et dans le domaine du transport aérien, l'État confie ces structures à des instruments dits désignés. Et pourtant, au Cameroun, de 1963 à 1998, des lois ont été mises en place portant code de l'aviation civile. Ces lois ont été abrogées, complétées par une autre loi de 2013. Mais jusqu'à présent, de 2013 à 2018 où nous sommes, le texte d'application de cette autre loi qui permet de rendre rentable le ciel camerounais reste toujours inapplicable. Point d'interrogation. Pourquoi on arrive à ce genre de situation au Cameroun? Est-ce une volonté de l'État? Est-ce une volonté des acteurs? On va en débattre tout à l'heure. Et pour aller au fond de cette question, nous avons fait venir une fois de plus, c'est l'acte 2 d'ailleurs. On parle de l'Afrique, mais le cas précis aujourd'hui, c'est le Cameroun. Il s'agit, comme invité ce soir, de M. Eyango John. Il est président du syndicat des transporteurs, des travailleurs du transport aérien au Cameroun. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci beaucoup pour cette invitation, monsieur Etundi. Je répondrai toujours lorsque les journalistes m'inviteront. Ce sont nos seuls soutiens dans notre lutte depuis des années. Depuis des années, ça c'est sûr. Et puis au Cameroun, c'est vrai que on taxe la presse de beaucoup de mots, mais au Cameroun, je crois que même les aveugles savent aujourd'hui que les journalistes et la presse a quand même pris les devants. Et donc, si vous le dites, vous reconnaissez le travail qui est fait au niveau de ce secteur d'activité, en dépit du contexte parfois avec ce qu'on appelle des brebis galeuses. Rebonsoir et bienvenue. Alors on entre dans l'actualité par cette émission. La première porte, c'est la vraie fausse fermeture de l'aéroport, puisqu'on est dans les transports aériens. Oui. Vraie fausse fermeture de l'aéroport international de Douala. C'est vrai, les experts ont déjà abordé tout ça. ADC a fait un grand communiqué. Il y a eu un remue-ménage. Qu'est-ce qui se passe exactement? Oui, je crois que c'est parti d'une lettre que les compagnies aériennes présentes au Cameroun ont adressée à qui de droit? Aux autorités compétentes pour se plaindre, n'est-ce pas, de la qualité de l'assistance au sol, de la qualité des infrastructures purement aéroportuaires, c'est-à-dire les services de traitement des bagages, des passagers, jusqu'aux toilettes. Tout est parti de là. Et je crois donc qu'on est allé assez vite en besogne. Et dès qu'on a entendu que l'OACI, l'Organisation de l'aviation civile internationale, allait faire une descente, je ne sais pas quelles sont les personnes qui ont couru annoncer que l'aéroport va être fermé, que l'OACI a décidé de fermer l'aéroport. Rendu on est aujourd'hui sur le plan de l'information, ce n'est pas vrai. L'OACI... ce n'est pas vrai que l'aéroport sera fermé. L'OACI n'a pas décidé de fermer l'aéroport de Douala. Ce qui est vrai... Ça on dit que le communiqué fait par les ADC, c'est... sur l'ouverture. Il est fondé. Oui, il dit la vérité. Ce qui est vrai, par contre, c'est le travail qu'il y a à faire. C'est inimaginable, monsieur le journaliste, d'avoir un aéroport comme celui-là, qui est ce qu'on appelle, n'est-ce pas, le hub. Le hub, c'est un terme anglais. En français, ça se dirait le centre de liaison et de correspondance. C'est ça un hub. Alors, vous voyez un centre de liaison et de correspondance qui... Qu'est-ce que je peux vous dire? Il est totalement inadapté. Il ne peut pas remplir ses fonctions même de base. Il y a de sérieux problèmes. Allez
à l'aéroport de Douala. Bon, mais on va quand même se dire que les travaux de rénovation avaient été lancés par l'ex-ministre des Transports, qu'il faut désigner ici, Edgar Aleme Bengo. C'était pas des travaux. Bon, on sait qu'à ce moment, l'aéroport avait été. Il n'avait pas arrêté. C'était une suspension des vols et tout. Monsieur le journaliste, vous seul pouvez, dans ce pays aujourd'hui, je le dirai toujours, sans les journalistes, syndicalistes de mon état, je ne sais pas où nous en serions. Même le peu qu'on a, on n'aurait pas. Parce que ce que vous appelez les opposants là, qui sont plus pourris que les membres du parti au pouvoir, je sais de quoi je parle. Je parle en syndicaliste. Tenez-vous bien, attention. Je suis un citoyen de mon pays, je ne suis pas un vulgaire habitant de ce pays. J'en suis un citoyen. Vous pouvez aller faire, je ne sais pas, c'est même pas permis, mais allez jeter un coup d'œil à l'aéroport de Douala. Vous allez voir si cet aéroport vient de faire un travail qui a coûté 30 milliards de francs. Bon, arrêtons-nous un peu là. Peut-être le ministre, l'ex-ministre des Transports nous regarde. Moi, ici, c'est la vérité, on n'a rien contre des personnes. Ça veut dire qu'on a investi 30 milliards pour rien? En tout cas, entre la situation d'avant cette dépense et la situation après les travaux et donc la dépense, la différence pour beaucoup de gens, y compris moi, n'est pas de 30 milliards. C'est un peu comme le pont du Vouri, quand on a dépensé 13 milliards. La différence entre l'état du pont avant et l'état du pont après, oui. La différence n'était pas de 13 milliards. Alors, on continue, parce que vous disiez, je voulais vous interroger sur l'assistance au sol, de manière technique ou de manière pratique. Il s'agit de quoi? On nomme quoi? On cite quoi? L'assistance au sol, c'est les avions, quand ils sont au sol, comment ils sont accueillis, comment ils sont parqués, comment ils sont traités, comment les passagers sont traités jusqu'à l'embarquement, à leur débarquement, et ainsi de suite. C'est ça l'assistance, l'équipement et tout, et le traitement, et les hommes, et voilà, c'est ça, le traitement au sol. Donc les compagnies se sont donc plaintes de ce que cette assistance au sol était totalement était à plaindre, quoi. C'était à déplorer, c'était déplorable. Donc toutes ont écrit, même jusqu'à la compagnie nationale. Camerco. Oui, a fait cette pétition pour dénoncer le déplorable état de l'aéroport international qui est rendu de Douala. Donc ça, vous le confirmez en syndicaliste? Ça, cette lettre existe. Elle est signée par toutes les compagnies, y compris la compagnie nationale. Vous confirmez que l'état est déplorable? L'état, vraiment, franchement... Allez-y faire un tour, vous verrez. Non, c'est vous qui parlez. Oui, c'est déplorable. C'est bien malheureux. C'est bien malheureux. Alors, on est là au cœur. Or, on ne peut pas, déjà, de par sa dimension, ça ce n'est pas la faute des ADC, il faut que le gouvernement essaie de chercher à créer un vrai aéroport. Vous ne pouvez pas avoir une grande compagnie sans grand aéroport. Mais quand on investit 30 milliards, c'est pour faire quoi? Je ne sais pas quel était le cahier de charge. Et ici que je vous dis, je me limite à regarder l'état d'avant et l'état après. Et je cherche ce qui a coûté 30 milliards ici. Pas moi seul, tout le monde. Vous ne trouvez pas? Moi, je n'ai pas vu. Et c'est-à-dire qu'il faudra faire un audit sur ces travaux? Je ne sais pas, peut-être qu'il y a certainement des choses que nous, quand on passe, on ne voit pas. Je veux faire semblant de... d'accorder qu'il y a des choses que nous ne voyons pas. Il y a des travaux, il y a peut-être des aspects que nous n'avons pas vus, comme sur le pont du Vouri. Vous êtes sur le pont. On vous dit qu'on a dépassé 13 milliards pour travailler sur le pont. Les mêmes trous qui étaient là avant les 13 milliards sont toujours là. Les mêmes embouteillages sont toujours là. Les mêmes fossés sont toujours là. Et on vous dit qu'on a fait dépenser 13 milliards ici. Bon, on va donc vous dire peut-être qu'on a travaillé en bas là-bas, là où vous ne voyez pas. Bon, peut-être qu'il y a eu des travaux au souterrain de l'aéroport, s'il y en a un.
peut-être. Alors, mais d'après oui. ce que nous avons vu, Oui. nous nous sommes demandé si ces premiers étaient bien destinés à faire tous ces travaux-là, eh bien, on était surpris. Vous êtes quand même un expert dans le domaine. Ça suppose que vous pouvez vous prononcer même dans les espaces, la capacité, en fait, les travaux qui doivent être faits pour cette prise en charge au sol, là. Hein? Donc, vous ne parlez pas comme un profane. Non, Vous avez circulé dans les couloirs de cette affaire pendant une vingtaine d'années et plus. Bien sûr, j'y ai passé ma vie pratiquement. Alors, ça suppose que dans cette affaire, on devra interroger ceux qui ont fait les travaux. Mais la situation demeure. Quelle est la solution? La solution, il faut déjà faire de cet aéroport un espace vivable, je vous parle des toilettes, fonctionnel pour ce qui est de sa mission, dans sa dimension actuelle. Et puis à terme, si on veut faire une grande compagnie comme on veut le faire peut-être de Camerco, revoir sa dimension. Là où il est actuellement, il est trop petit pour une grande compagnie nationale. Voilà. Mais déjà, il faut au moins que ceci soit fonctionnel. Oui. Quand vous marchez sur des kilomètres, après la sortie de l'avion, quand vous êtes dans la chaleur, oui. là où vous attendez vos bagages, vous êtes dans une canicule terrible. Or, c'est un espace fermé, un espace de confort. Là, vous devez être dans ce grand parcours-là, ouais, de la salle d'attente jusqu'à vous devez à la passerelle. pas transpirer. Vous ne devez pas transpirer, vous ne devez pas être en nage. Il y a aussi une étrange difficulté dans le processus de débarquement, c'est-à-dire que vous pouvez attendre vos bagages. Oui, il y a cette plainte-là assez longtemps. Bon, là on parle de Douala, mais je crois que beaucoup de gens ont vu un gars, on dirait les passagers sortir de l'avion avec le balai sur la tête sous la pluie. Merci bien. Alors, on va au cœur du sujet de ce jour. Les textes de loi mis en place au Cameroun, c'est depuis 1963. Et jusqu'en 1998, c'est des lois que vous maîtrisez. Mais ce qui nous intéresse dans ces lois-là, c'est la capacité à provoquer une rentabilité du sol, des airs aériens au niveau du Cameroun et peut-être la compagnie nationale du Cameroun. Parce qu'en principe, vous me le disiez, et on va parcourir ces textes de loi tout à l'heure, qu'il y a au moins 4 niveaux. Et le dernier niveau qui concerne la compagnie aérienne, c'est un niveau où il faut l'autonomie et l'indépendance pour que la gestion soit rentable. Quel est le problème qui s'est posé dans toutes ces lois et dans leur évolution? Là, vous abordez le sujet, en gros, de ce qu'on appelle le cadre institutionnel. Ouais. Le cadre institutionnel est ce qui aide. Vous avez vu le chef de l'État, dans son discours, je crois, de décembre, ou à la jeunesse, je ne sais plus, avait parlé du protectionnisme qui va aller grandissant. Il a mis le doigt là où il faut mettre le doigt. Là où tous les pays du monde ont mis le doigt. Encore que lui parle de protectionnisme, nous parlons encore ici de protection, qui est une démarche de rigueur. On n'est pas dans un système politico-économique de protectionnisme. Donc, le cadre institutionnel du Cameroun, de la loi 63 jusqu'en 98, était pareil à ce cadre-là était pareil à ceux des autres pays qui protégeaient son instrument désigné. Oui. Instrument désigné étant ici la compagnie aérienne, le transporteur aérien. Le transporteur aérien. En tout cas, nous avons ces 3 lois ici. Le transport aérien, c'est une industrie, ce sont diverses activités, ce sont diverses missions. Et vous avez la mission de aéroporteur, par exemple, qu'on confie à un organisme spécialisé, qui appartient toujours à l'État.
vous avez la mission de sécurité, Oui. qui était à l'époque un organe central de ministère des Transports, qui a été détaché et qui jouait aujourd'hui de ce qu'on appelle la personnalité juridique, qui est la CCAA, qui est chargée de la sécurité des avions, Oui. et qui, de la sécurité des avions, dit tout le personnel censé toucher à l'avion, n'est-ce pas, est géré par cet organe. Et puis vous avez maintenant la SECNA, qui se charge de la sécurité de la navigation. Aérienne. Voilà. Et puis vous avez donc maintenant le transporteur aérien, qu'on appelle généralement l'instrument désigné par chaque pays désigne son instrument. Alors, ici, on est dans le commerce. Oui. Et comme dans tout commerce, il faut bien des lois pour fonctionner, pour réguler, et parfois, et de plus en plus, pour protéger. Si vous ne protégez pas votre commerce, il va se faire engloutir par d'autres concurrents, Oui. qui vont vous engloutir. Pourquoi? Parce qu'eux, ils sont protégés là-bas chez eux. Ah, ils ont déjà la protection. Bien sûr, ils ont la protection. Ils viennent donc en conquérant. Bien sûr. Ils sont protégés par leur cadre là-bas chez eux. Et ayant vu que vous n'êtes pas protégés, ben, c'est logique. Tout à fait normal, on ne peut pas leur en vouloir. Donc ces lois-là ne définissent... La loi 63 était donc conforme à cet esprit. à cet esprit, à cette vision. Et la Camer avait en son sein, aussi bien la Camer que le Cameroun, Oui. des commis d'État à Yaoundé qui veillaient à ce que ces pratiques, c'est-à-dire que ce cadre-là, soit respecté. Et cela a beaucoup aidé à la prospérité de la Camer. De la 11e région. Comme cela a aidé à l'éclosion des autres compagnies, chacune dans son pays. Parce qu'il faut vous dire, monsieur le journaliste, il faut vraiment voyager et séjourner. Parce que lorsque l'on va pour 2 jours, pour 1 mois, même pour 2 mois, là, on ne comprend pas. Il y a des compagnies aériennes en Occident, ces compagnies aériennes en Occident et en Orient, ce ne sont pas des entreprises. Ce sont des cultes. On leur voue un culte. Ce sont des ministères volants. Vous comprenez? Oui. Vous ne pouvez pas faire respirer dans l'espace aéroportuaire sans sentir l'odeur de cette compagnie-là. On respire par elle, on vit pour elle. Tout le monde dans ce pays, dans ces pays-là, tous les dirigeants ont un œil sur ces compagnies-là. Et nous faisons une compagnie orpheline que même nos propres dirigeants ne prennent pas. Aujourd'hui, on est allé jusqu'à faire une loi. Voilà un pays qui a fait une loi en 98. Oui, cette loi-ci, je crois qu'on a quelques... La loi 98/23. Oui, la voici. Portant régime de l'aviation civile au Cameroun. Qui abrogeait la loi antérieure. C'est-à-dire celle de 63. On n'a jamais compris comment des gens ont pu s'asseoir et pondre une loi qui va tuer leur propre instrument au profit des instruments des autres pays. Si vous Donc, dans cette loi-ci... elle assassine. À elle seule, elle tue la Camer. Cette loi, Oui, elle seule. À elle seule. On n'avait même plus besoin des pillages que la Camer a subis par la suite. Comment comprendre ça? Cette loi, elle seule, elle a tué la Camer. C'est ça la loi. C'est ça le cadre institutionnel. S'il est mauvais, le pays est mort. En tout cas, les acteurs d'un secteur d'activité concerné par la loi sont morts. S'il est bon, si elle est bonne cette loi, c'est ce cadre, s'il est bon, Oui. eh bien les acteurs seront en santé. On veille toujours à ce qu'une loi soit quand même vise, n'est-ce pas, à la bonne santé du peuple. Donc cette loi-là libéralisait l'espace au détriment de l'instrument désigné. Cette loi a ôté à l'instrument désigné son pouvoir de négocier avec ses homologues. Dans tous les pays du monde, les instruments désignés ont le pouvoir
ont le devoir, ont la mission, ont la charge de négocier avec leurs homologues. C'est ce que vous appelez souveraineté, c'est ça? La souveraineté, c'est au niveau national. C'est ce qu'on appelle la réciprocité. La réciprocité. Okay. L'égalité. La dualité. C'est ça. Comment allez-vous faire une loi qui permette à un concurrent, tenez-vous bien, un concurrent qui est déjà un bébé choyé dans son pays, c'est un culte là-bas, dans son pays, vous permettez que ce monsieur et cette compagnie viennent chez vous comme et quand elle veut. Et on va vous dire que vous aussi, allez-y quand vous voulez. C'est faux. C'est à vous de négocier avec elle. Mais on va charger quelqu'un d'autre qui n'a aucun intérêt direct dans ces négociations, de négocier avec l'instrument désigné d'un autre pays. Ouais. En l'occurrence, ici, dans cette loi, la CCAA. Qu'est-ce que la CCAA a à voir dans les fréquences des compagnies étrangères? Rien. Ça n'impacte pas. Ça n'a aucun impact sur son activité, qui est celle de la sécurité et tout ce qui va avec. La CCAA, on va vous dire qu'elle a un droit de regard dans les compagnies aériennes. C'est vrai. Mais de quoi s'agit-il? Il s'agit, je peux le dire grosso modo, opération air, opération sol, maintenance, qualité, formation réglementaire. Vous comprenez? Et même dans les aéroports, la CCA a encore un droit de regard. Mais la CCA n'a pas de droit de regard sur les fréquences. Sur les fréquences des compagnies. Des compagnies étrangères. Et des compagnies aériennes, elle n'a aucun droit de regard. Et c'est ici qu'en 1998, inimaginablement, on confie cette charge à la CCAA. Et c'est mais ici... elle peut aussi gérer ça pour la caméra, non? Elle aurait pu le faire de façon, je ne veux pas dire patriotique. Ah, oui. Non, je veux pas utiliser le mot patriotique, qui peut porter à confusion. Oui. De façon, je dirais, réglementaire, normale. Oui. De façon conventionnelle, telle que ça se passe dans toute la terre entière. Et comment ça s'est passé? Comment quoi s'est passé? La gestion de ces fréquences-là. Justement, la CCAA, ayant eu ce pouvoir qui n'impactait pas son activité, a ouvert le ciel camerounais. Et chacun vient aujourd'hui comme il veut. Il y en a qui viennent ici 11 fois par semaine. Il y en a qui desservent Douala et Yaoundé, compagnies étrangères. Il y en a qui viennent 7 fois par semaine. Il y en a, et Camerco, et la Camer déjà, n'avait pas le droit, n'avait pas son mot à dire là-dedans. Oui. Depuis 1998. Il faut dire les choses comme elles sont. Oui. Je crois qu'on me connaît assez comme étant... Il faut dire la vérité. C'est monsieur, cette loi commence, je crois qu'elle s'annonce sur monsieur Minko, qui nous dit, monsieur Minko, la caméra nous dit, vous êtes en train de regarder vos petites choses que vous regardez là. Mais sachez que là-bas, à Yaoundé, ils sont en train de préparer un coup. Il y a une loi qui va venir là, qui va vous faire fermer. Cette loi arrive, monsieur Minko qui vous dit ça. C'est Minko qui nous dit ça. Il est au courant de ça. Il ne trouve pas cette loi, mais il est informé. Monsieur Etoundi arrive, il remplace monsieur Minko, Etoundi à Tangana, qui lutte. Alors je vais vous dire, c'était terrible. Parce que lui se dit que, gestionnaire qu'il est, il peut faire face. Mais il est, par la suite, d'ailleurs, dans son plan de relance, qu'il appelait Renaissance 2000, il est obligé de mettre le cadre institutionnel comme étant les freins à l'émergence, à la bonne santé de la caméra. Il s'est beaucoup battu, je ne sais pas comment il a fait ce monsieur, pour à son départ en, je ne sais pas quelle année, après cette loi, malgré cette loi, de laisser une caméra, de laisser beaucoup d'argent dans des comptes de la caméra, une flotte adaptée. Il a fait ça. Et pour moi, nous, on ne sait pas comment il a fait. Parce que quand nous voyons par la suite son remplaçant, du fait de ce cadre-là, suivez-moi bien, oui, de cette loi, aura beaucoup de subventions. Pour faire un peu d'équilibre. Parce que l'État est conscient que la loi que j'ai faite déséquilibre oui, l'exploitation de ma compagnie. Alors je subventionne.
C'est que... Et qu'est-ce qui empêche à l'État de revenir sur cette loi? Posez-nous la question. Ce que Etoundi n'a pas eu de subvention, Etoundi. Mais son remplaçant va en avoir beaucoup. Et le deuxième remplaçant, du remplaçant aussi. Et le remplaçant du remplaçant aussi. Toujours du fait de cette loi. Et nous écrivons pour dire, mais au lieu de nous donner cette subvention, abrogez cette loi. Et vous allez voir. Nous allons vous montrer que la CAMEL peut vivre sans subvention. Et même si il faut des subventions, parce qu'on ne peut pas dire absolument qu'on peut se passer de l'État. Parce que si l'État vous dit, je veux que vous fassiez Garoua, c'est normal. Un avion, avec un avion de 100 places, 150 places, c'est tout à fait normal. Il y a une mission de service public rattachée à l'instrument désigné. Ben, l'État peut dire, écoutez, je suis conscient que je vous ai causé un déficit, je vais le combler. Mais il faut que vous alliez là-bas. Il faut, c'est nécessaire. N'importe quelle place des dirigeants le ferait. Il ne faut pas seulement que bavarder quand c'est un autre qui est là et que ça ne marche pas, comment ça va bavarder. On vous met à cette place-là, vous allez le faire, croyez-moi. Donc, on négocie, on discute avec tous ces membres du gouvernement. Oui. Nous écrivons pour dire, mais cette loi, abrogez-la. Et vous allez voir, quand vous dites que vous allez fermer la caméra parce que ça ne marche pas. Mais ça peut pas marcher avec une pareille loi. Abrogez-la d'abord. Il y a une question, vous continuez dans ce sens. Qu'est-ce qui fait tenir, en fait? Est-ce qu'il y a quelque chose en échange de l'envahissement de ces compagnies? Justement, je vous ai parlé d'égalité, de réciprocité, ouais. Dualité. Il faut qu'on se comprenne. Ouais. Dans dualité, comme disaient les Sud-Africains, ils l'ont fait. Dans dualité, c'est quoi? C'est un principe. Les accords se signent entre États. Ouais. Chaque État désigne son instrument. Maintenant, pour des raisons propres à chaque État, un État peut dire, soit je n'ai pas assez d'outils pour desservir cette destination, hein? Ouais. Soit mon étude de marché ne permet pas que nous l'exploitions à deux. Ouais. Donc, les compagnies peuvent s'entendre sous la supervision des États, des dirigeants des États, et décident que, donc là, et ça c'est le principe de dualité, on va toujours à deux. Toi un et moi un. Ouais. Maintenant, on s'entend. Ici, maintenant, c'est le principe d'égalité. Étant donné que le marché peut-être n'est pas porteur pour deux exploitants, on laisse un exploiter pour le compte des deux. C'est ici que je réponds à votre question, qui veut donc dire que vous me versez quelque chose. Il y a une clé. Et avec cette loi, cette chose n'est plus versée à la compagnie. Rien du tout. Les compagnies comme Sabena, Suissair, ont continué en devant des milliards de francs à la CAMER. L'argent qu'elle devait avant cette loi. Oui, oui. Quand maintenant la CAMER vient... Ah, ils n'ont plus payé même... Non, même ce qui était payé, même ce qui était dû avant, ils disent qu'on ne paye plus. Je les écris. On ne vous paye plus ça. Du fait de cette loi? Oui. Vous voyez une compagnie étrangère qui vient vous dire, dans votre pays, qu'il y a une loi chez vous qui fait que je ne vous dois plus rien. Vous imaginez ça, monsieur le journaliste? Est-ce que les hautes autorités de la République étaient au courant de cette loi? Elle est passée à l'Assemblée nationale, certes, surtout de cet article, parce que cet article, je l'ai parcouru quand même ici à l'intérieur, qui pose toute la gravité du problème tel que vous le posez. Monsieur le journaliste, quand on est dirigeant, quand on est un dirigeant, hein, d'une cellule, d'un service, d'une entreprise, où on n'est pas informé et on est fautif, tu n'as pas mis en place les mécanismes pour vous informer, où on est informé et on n'a pas réagi, et ici, le caractère fautif est plus évident encore. Est-ce que vos revendications syndicales ont quand même eu un effet pour pouvoir toucher cette République? Parce que nous sommes là à partir de l'article 35 de cette loi et suivant, c'est là. Est-ce que vous avez touché le sommet de l'État? Nous avons écrit à tout le monde.
Nous avons répétitivement écrit. Nous avons rencontré les ministres. Nous avons. Jusqu'à ce que la caméra s'enlise. Jusqu'à ce que la caméra ferme. Alors que on a voulu qu'elle se fasse pour des raisons économiques. Ce n'était pas la vérité. Mais en 2013, je ne sais pas, parce que là, c'est quand même gravissime. Ce que vous êtes en train de dire, et les documents sont là, la loi est là. En 2013, tout de même, il y a une modification qui abroge les dispositions antérieures. Oui. Voici cette loi de 2013. Oui, par 010. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette autre loi Ici, quand cette loi qui abroge toutes les dispositions antérieures. Quand nous l'avons, et vous savez comment lit la loi, on va du coup à la fin, oui. On voit qu'elle abroge. Et nous nous disons, Dieu merci. Enfin. On est en 2013, Camer est déjà morte. Mais Camerco peut s'envoler. Oui, bien sûr. Et nous sommes surpris. Nous écrivons encore, les syndicats, pour féliciter le gouvernement d'avoir enfin abrogé la loi scélérate de 98, oui. assassine pour le transporteur, et avoir promulgué une nouvelle loi. Cette nouvelle loi, si elle ne dit pas clairement qui fait quoi sur ce point de fréquence, oui. En tout cas, la CCAA n'a plus ce pouvoir. N'a plus le pouvoir de gérer les fréquences. Elle n'a plus aucun pouvoir sur les fréquences. Si elle le fait aujourd'hui, ce serait abusif. Ce serait illégal. Il n'y a pas un vide juridique. L'ancienne loi est abrogée. Elle n'a plus force. Ouais. La nouvelle loi ne lui donne pas la force à elle, la CCAA, du traité des fréquences. Si elle s'en mêle, ce serait illégal. Et donne donc la force à qui? Mais là, c'est donc ça la question. C'est ici que... Donc on a abrogé la loi, mais on est arrivé à une incertitude. Oui, c'est-à-dire que les décrets d'application ne sont toujours pas... Ah, il fallait un décret d'application pour dire maintenant qui fait quoi. Encore que, je vais parler au fond de ce que je vais dire tout de suite, oui. Je peux vous prouver, je peux démontrer par A plus B, que le cadre institutionnel actuel est en faveur de Camerco, sur ce point-là. Mais je ne dirais que ça ici, sur ce plateau. Sur la gestion des fréquences. Oui. Formellement. Je parle bien du cadre institutionnel. Donc c'est formel. Il est favorable à Camerco, ce cadre-là, aujourd'hui. Mais je suis toujours surpris par le comportement des dirigeants de cette structure, Camerco, qui, hélas, et même des membres du gouvernement, des ministres, jusqu'ici, c'est ici que personnellement, mon syndicat, les adhérents du syndicat, dans nos réunions, nous saluons, nous saluons l'arrivée de 2 personnes par rapport au transport aérien. L'arrivée de M. Moutazé au ministère des Finances. Il est président de l'Assemblée de la Camerco. Il est le porteur des actions de l'État en tant que ministre des Finances. Et M. Ngale Bibéhé au ministère des Transports. Nous l'avons vu beaucoup se battre dans son ministère qu'il occupait avant. Et nous pensons secondaire. Que si il amène le même engouement au transport, eh bien, il y a moyen pour lui de sauver Camerco. Très facilement. En faisant quoi? En faisant appliquer, en mettant un texte d'application? Soit il fait un texte, il fait faire un texte, un décret d'application, oui. C'est lui qui le prépare. Soit il fait appliquer le cadre institutionnel actuel. Qui est en faveur de Camerco. Qui est en faveur de Camerco. Et qui ne nuit à personne d'autre. Est-ce que les gens qui sont déjà habitués, vous avez le nombre de fréquences par semaine, qu'est-ce que ça coûte une semaine
Coûter comment? En termes de coûter à qui? Qu'est-ce que ça doit rentrer en termes d'argent? Ça dit que dans les caisses de Camerco, si l'on rentrait dans cette application... Non, il n'y a pas un montant fixe. Il n'y a pas un montant fixe. Je ne peux pas vous dire que ça va rapporter tant ou tant. Vous comprenez? Ça dit, il faudrait peut-être prendre... je prends une compagnie X. Oui. Qui dessert une ligne qui ne nous rapporte pas. Bon. Le marché est trop petit pour nous deux. On lui dit, bon, écoute, tu viens donc pour nous deux et tu nous verses peut-être 30% de ton... de ce que tu rentres. Oui. 70-30. Parfois c'est 60-40. Parce que c'est lui qui paye quand même toutes les charges d'exploitation. Oui. Voilà. Ça dépend donc de ce que vous allez trouver comme clé de répartition. Et parfois aussi, on dit, bon, tu transportes jusqu'à tel nombre de passagers, pas plus. Pour des raisons politiques, on dit, bon, on peut les laisser transporter, mais jusqu'à tel nombre de passagers, pas plus. Au-delà, ils commencent à payer. Et je vais vous dire, quand je prends l'exemple des compagnies qui étaient là avant, ce qu'elles nous versaient, c'était des milliards par an. Le droit, c'était pas des royalties que l'on verse à l'État. Oui. Il s'agit ici de la partie commerciale. C'est un droit commercial détenu par l'instrument des transports aériens. Il ne s'agit pas de royalties. Parce que souvent les gens confondent ça. Ce n'est pas de royalties. Bon, maintenant je veux suspecter personne. Vous venez de convoquer la présence de Louis-Paul Moutazé au ministère des Finances et la présence de Ernest Ngale Masséna Bibé au transport. Je veux suspecter personne. Est-ce que cette affaire n'est pas engluée dans des repartitions sous cap? Et que bon, maintenant, si on applique cette loi, on va frapper sur un rocher. Une fourmilière. Une fourmilière. Et puis, c'est pas ça? Vous voulez me faire parler? Je pose juste la question. Monsieur le journaliste, c'est sûr que vous m'avez suivi quelque part. Non, du tout. Je pose juste la question. Bien. Oui. Vous pensez vraiment que les gens sont bêtes ou fous de laisser venir des compagnies étrangères comme ça, là, se faire des milliards sans rien pour eux? Non. Je vous raconte quelques histoires de la Camer. C'est une compagnie, c'est un directeur général de la Camer, un ancien directeur général, mais il est encore vivant, qui me raconte cette histoire quand il apprend le combat que je mène. Il me raconte cette histoire où le ministre de l'époque, des transports de l'époque, convoque une réunion entre la Camer et une compagnie étrangère occidentale, européenne. Le but, c'était d'accorder une fréquence. La Camer, le DG, dit non, parce que le DG, à ce moment-là, voilà justement, cette histoire était intéressante. Voilà. Le général, 63 est oui, le ministre lui-même ne pouvait pas trancher. Il fallait que la Camer soit là. Le ministre ne pouvait pas trancher. Il veut donc forcer la Camer à accepter. Et la Camer dit non. Le ministre est bloqué. La compagnie étrangère, elle est assise. En fait, le ministre, le ping-pong se fait entre le ministre des Transports camerounais et le DG de la Camer. Alors, ce DG de la Camer me raconte qu'avant d'entrer dans la salle, on lui avait glissé une lettre dans son habit. Je ne vous dis pas de quel habit il a parlé, ça vous a fait une indication. Et il est allé au petit coin comme pour se soulager, et il a eu à être. Il est donc rentré, ragaillardi. Le directeur de la Camer. Oui, le DG de la Camer. Quand donc il s'assied, devant ce ping-pong, il en a marre. Vu sa stature, et vu ce que lui voyait, c'est que s'il ouvre ça, il est mort. C'est d'autres qui vont aussi venir s'engouffrer là-dedans. Il lit la lettre que la compagnie étrangère avait adressée au ministre et qui était tombée en de mauvaises mains. La substance, la compagnie étrangère disait au ministre, en cas de succès, il a 300 millions qui sont déposés dans un compte qu'il voudrait bien indiquer. Lui, le ministre. Lui, le ministre. En cas de succès, oui. C'est-à-dire, il oblige la Camer à accepter la fréquence. Il a 300 millions. Oui. On a une compagnie étrangère qui était venue ici à Douala.
demander qu'on Il lui a montre. 300 millions en combien de temps? La lettre dit 300 millions. Écoutez, monsieur journaliste, sachez bien, on a fait les calculs, hein, en hypothèse basse, une fréquence France-Cameroun, Europe, Suisse-Cameroun, en hypothèse basse. Hypothèse basse, qu'est-ce que ça demande de l'hypothèse basse? Moitié, rempli à moitié, en passager. Le fret aérien, on prend 5 tonnes à 2000 francs ou 1500 francs le kilo. Vous comprenez un peu? Puis vous avez une fréquence par semaine. Le chiffre d'affaires, c'est des milliards par an. Le chiffre d'affaires, ce sont des milliards par an. En hypothèse basse. Fois X années. Alors 300 millions de francs qu'on vous donne, c'est quoi? C'est rien. Ah oui. Ils vous les donnent parce que c'est rien pour eux. Alors, une autre compagnie était venue là, voir le directeur commercial pour lui dire, écoute, c'est pas peine d'aller à Yaoundé, accordez-moi ma fréquence là. Là, maintenant, on est déjà après 98. Ouais. Mais il y a toujours, c'est-à-dire que les gens qui dirigent la caméra n'ont pas encore mis ça dans leur tête. Oui. Mais écoutez, si vous allez à Yaoundé, jouez ma fréquence. Hein. Bon, voilà 250 millions de francs que je vous distribue là chacun. Ici, on avait refusé. Il est monté à Yaoundé et 2 jours après, il est venu là, il a dit, bon, j'ai ma fréquence. Donc, ils sont très nombreux qui ont pris beaucoup d'argent dans ces fréquences. Vous comprenez? Dites-vous quand même qu'il ne peut pas être fou. Le texte d'application peut donc avoir succès avec un ministre comme Ernest Gallet. Avec un autre comme Lupaul Moutazé qui retrousse des fonctionnaires fictifs. Oui. Nous pensons que ces deux, j'avais fondé beaucoup d'espoir sur le ministre des Transports sortant. Franchement, j'ai été terriblement déçu. Vous parlez d'Edgar Alain Bengo. J'avais pensé qu'avec son parcours et son lien avec le dirigeant du pays, qui veut, d'après certaines informations de bonnes sources, il y a même un chef de grande entreprise dans ce pays-ci, qui est un de ses proches et que j'ai la chance de rencontrer, qui m'a dit que le chef de l'État entend doter le Cameroun d'une compagnie aérienne. Il n'a pas apprécié la fermeture de la Camer. Et c'est pour ça qu'il a créé Camerco. Et le chef de l'État entend le faire. J'avais pensé que ce ministre sortant, vu ce qui semblait sa proximité avec ce monsieur, allait l'aider dans cette mission. J'ai été de ceux qui sont très 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 déçus par ce monsieur. Ça ne lui coûtait rien de faire ce travail. Il ne l'a pas fait. Je crois qu'avec l'équipe actuelle, le MINFI et le MINT, chacun en ce qui le concerne, il y a lieu d'espérer. Le MINT en tant que président de l'Assemblée générale, le MINFI et le MINT en tant que tutelle technique, qui travaillerait sur le cadre juridique également. Je crois, sauf si on est maudit, parce que je vous assure qu'une compagnie de transport aérien qui marche bien, c'est des emplois. C'est la haute technologie que votre peuple acquiert. C'est de l'argent qui rentre, c'est beaucoup de choses. Donc là, il y a lieu de... Et vous restez les bras croisés? Au niveau du syndicat, moi je suis le président du conseil national. Il y a un président du bureau exécutif. Le conseil coiffe le bureau exécutif. Nous avons adressé l'heure de félicitations au ministre, au membre du gouvernement, et notamment nous avons mis l'accent sur ce cadre-là dans nos lettres adressées au MIFI et au MINT, ministre des Transports. Donc on n'a pas croisé les bras, et dès que nous allons nous asseoir, nous allons demander audience à chacun de ces ministres pour commencer le travail. Et j'ai été appelé par le ministère des Transports il y a quelques jours, au mesure que j'avais une lettre. Et je ne suis pas venu, moi je suis à Douala, donc on va la poster. Je vous dire de quoi il s'agit là-dedans. Et je pourrais répliquer avec une demande d'audience cette fois-là. Peut-être qu'on peut aller vers un texte d'application. Mais il est nécessaire d'aller vers un texte d'application ou, en attendant, appliquer le cadre institutionnel actuel qui est favorable à la Camer. Alors, sérieux problème du transport aérien qui est coincé dans cette affaire. Alors, mais une autre affaire aussi de la liquidation de la Camer qui n'en finit jamais.
Oui, je vois que vous avez vraiment mené votre enquête, monsieur le journaliste. Je vous en félicite. Alors, cette liquidation, j'en suis membre. Je suis membre du comité. Ouais. Alors, là, vous ne le savez même pas. Je ne sais pas si vous l'avez su dans vos recherches. Mais c'est sûr que vous le saviez et vous me posez la question exprès. J'ai dit qu'elle n'en finit jamais. Elle est toujours à mi-parcours. Cette liquidation devait être un exemple dans ce pays. Elle était finie très peu de temps après son début. C'est-à-dire que quoi? Les éléments essentiels de la liquidation étaient faits. Régler le personnel, faire le patrimoine, réaliser ceci. Cette liquidation est une liquidation amiable. C'est-à-dire que quoi? D'après eux, les techniciens juristes de cours, c'est-à-dire que ici, dans le cas de la Camer, par exemple, le liquidateur n'a pas le droit de vendre le patrimoine laissé par la Camer. Et vous êtes sûr que ce patrimoine est intact? Ce patrimoine est là, notamment le patrimoine immobilier, celui qui ne pourrit pas. Parce que l'autre patrimoine qui est censé, qui dépérit, évidemment, on ne peut pas le garder. Sur autorisation du ministre des Finances, qui est le patron de liquidation, il y a eu des opérations de vente pour régler certaines créances, parce qu'à un moment donné, l'État qui s'était engagé à régler tous les problèmes financiers de la liquidation ne peut plus faire face. Vous comprenez? Il fallait donc que la liquidation se mette à chercher où trouver de l'argent pour faire face aux créanciers. Elle y est parvenue, la liquidation, et elle a fait face. Maintenant, elle se trouve bloquée. Je vous dis que depuis combien d'années, M. Simigné est ministre des Finances, donc on est jusqu'à M. Simigné, la liquidation, le comité de liquidation, qui est un comité, il y a un comité qui a mis sur pied, fait de fonctionnaires et du liquidateur. Oui. Ce comité a écrit depuis pour demander la clôture. Depuis sous M. Simigné. Ça vous dit? Ce comité a écrit depuis pour demander la clôture de la liquidation et que l'on règle les derniers créanciers, c'est environ 10 milliards de francs. Et il a donné les solutions. Comment faire pour régler sans toucher le patrimoine immobilier nécessaire à l'exploitation de la Camerco. De la Camerco, oui. C'est le ministère des Finances qui n'a pas réagi sous M. Simigné, ni sous M. Alamine. Donc la liquidation est en train d'attendre. Elle a encore écrit tout récemment pour demander la clôture de la liquidation. Ici encore, vous me permettrez? Oui, vous continuez, mais vous avez quand même un cabinet qui s'occupe de cette liquidation. Oui, c'est le cabinet de Colan Partners. Qui fait l'objet de beaucoup de casseroles quand même. Je ne sais pas. Dans le cadre de cette liquidation, je ne vois pas, je n'ai pas entendu les casseroles. S'il y en a, vous me le dites. Et puis, si ça concerne la liquidation de la Camer, ben je pourrais vous éclairer. Si ça concerne le cabinet de Colan Partners par ailleurs, ben je ne m'occupe pas du cabinet de Colan Partners. Je m'occuperai du liquidateur. Alors vous disiez, mais il y a quoi? Alors je suis dans ce point de dire que ici encore, oui, allons-y. Monsieur Moutazé, quand il était SG des services du Premier ministre, est celui qui avait justement demandé de suivre la clôture et de veiller à ne pas toucher à ce qui est nécessaire à l'exploitation de la Camerco. Aujourd'hui, il est Minfi, patron des liquidations. M. Galabébé, lui aussi arrive, il va trouver une liquidation qui ne demande qu'à être clôturée par le comité lui-même. Maintenant, cette liquidation a fait quoi? Il faut que les gens le sachent. Très rapidement. Cette liquidation est en train de lutter pour récupérer 12 millions de dollars de la Camer qui ont été déposés chez le fabricant d'avions Bombardier. Cette liquidation a réveillé un dossier de l'accident d'avion depuis 1984, je crois, le Noun, où il a été démontré que c'est une défectuosité du moteur qui est à l'origine de la perte de cet avion. Et cette liquidation a saisi les tribunaux avant le délai de 30 ans pour, n'est-ce pas, exiger que Boeing dédommage. C'est la plainte s'élève, les dégâts sont de l'ordre de 53 millions de dollars demandés par la liquidation. Personne n'a fait ça avant, même pas les dirigeants de la Camer. Donc c'est pour vous dire que la Camerco, si les choses se liquident bien, oui, cette liquidation va permettre de gagner beaucoup d'argent
au pays, cet argent qui était déjà perdu. Parce que je suis à la Camer quand nous luttons pour ces 12 millions de dollars qu'on a failli perdre. C'est cette liquidation qui les récupère. Monsieur Moutazé, tel que nous l'avons vu, c'est un ancien de la Camer, il a fait ses classes à la Camer, quand vous ne le sauriez pas. Tout à fait. Monsieur Moutazé a beaucoup travaillé pour que cette liquidation se passe très bien. Quand il était au premier ministère, nous avons tout lieu de penser que grâce à lui, cette liquidation va enfin voir sa clôture. Et un aspect qui est très important, la liquidation et la Camerco sont liées. Sont liées comment? Si jamais la liquidation ferme, sans régler les créanciers de la Camer, alors que la Camer et la Camerco ont le même propriétaire, les créanciers de la Camer seront fondés à saisir Camerco. Et Camerco ne pourra pas voler. Ne pourra pas voler. Ici encore, voilà encore où on arrive. Comment sauver? Pour sauver Camerco, il faut bien clôturer la liquidation. Et les moyens sont là. Les moyens intrinsèques à l'intérieur de la liquidation sont là pour sa bonne clôture. On ne prendra pas l'argent dans les caisses de l'État, si l'État le veut bien. Merci, c'est compris. Merci d'être venu. Merci, monsieur le journaliste. Je le dis encore, chaque fois que vous me convoquerez, permettez que je dise convoquer, je déférerai. Je déférerai. Merci, c'est pas un tribunal. Votre rapport dans la gestion de notre pays aujourd'hui, je vous assure, vous n'imaginez pas. Vous ne seriez pas là. Il y a beaucoup de choses qui ne seraient pas. Merci d'être venu, madame, monsieur. Vous avez très bien suivi le Cameroun. C'est quand même un peu extraordinaire de faire des lois qui permettent à ce que le pays soit spolié par son principal ou son unique instrument désigné, à savoir Camer et aujourd'hui Camerco. Il faut quand même revenir à de bons sentiments. Les deux ministres des Transports, ministres des Finances, ont été interpellés. Ici, on fera notre nécessaire pour essayer de porter à l'attention et de vous qui avez suivi aujourd'hui, vous devez en parler car en réalité, l'information, c'est le développement. Sans information, on est dans l'ignorance. C'est terminé pour aujourd'hui. À 19h, le journal en Fulfulde. À 19h15 en Pidgin. 20h, c'est le grand journal en anglais, à 21h en français. Mesdames, messieurs, dans Broadcasting System, nous allons vers la construction d'une république et d'une nation exemplaire de vérité, où chaque citoyen doit se sentir à l'aise, jouissant de ses prérogatives, de sa compétence et de son travail. C'est terminé pour ce soir. Bonsoir.